Bonjour à tous. Nous allons démarrer dans quelques secondes ce webinaire sur le module reporting EPM. Alors, nous allons pouvoir commencer. Merci à tous pour votre présence. Donc, c'est un webinaire qui durera une trentaine de minutes. Nous allons aller assez vite sur un certain nombre de notions. Bien entendu, vous aurez tout le loisir de recontacter Amelkis pour approfondir certains points, si vous le désirez. Avant de commencer, je vais simplement me présenter. Je suis expert comptable, ancien DAF et partenaire d'Amelkis depuis une dizaine d'années maintenant. Donc, je suis en charge de vous présenter Amelkis EPM, les principales notions, les processus qui vous sont proposés pour votre reporting. Et nous allons donc commencer par redéfinir le champ du reporting EPM. C'est important puisque en fait un reporting est rarement seul. Il y a d'autres modules. On verra pourquoi. On fera une passe aussi sur les exigences et les incontournables d'un reporting consolidé sur un outil comme MLKIS EPM. Je souhaite aussi évoquer avec vous les évolutions récentes liées aux différents événements qu'on a vécus ces dernières années. C'est important puisque ça fait évoluer les pratiques, donc on reviendra dessus. On regardera les grands principes du processus. Je pense que c'est important effectivement d'avoir une idée claire des grandes étapes du processus de reporting consolidé. On fera aussi quelques minutes sur les nouvelles tendances, parce que ça vous donnera peut-être des idées pour vos spécifications dans votre réflexion et aussi les préconisations qu'on peut vous faire qui pourront aussi peut-être vous aider dans vos réflexions si vous avez engagé déjà une réflexion sur ce sujet. Voilà, donc nous allons commencer avec une définition du reporting EPM. Alors, en fait, le module reporting, c'est un peu la pierre angulaire de tout un système euh, d'analyse, de planification. On peut dire que, en fait, c'est la première pierre qui va permettre derrière d'assurer un pilotage optimal des activités. Donc, à côté d'un module reporting, on a souvent un module budget, un module atterrissage qui va nous permettre de réviser le budget et de calculer un atterrissage de l'année en cours. On va aussi pouvoir associer un module de projection de l'année 2 assez tôt, sans attendre la période budgétaire de fin d'exercice. On peut aussi associer au module reporting un module BP pour le prévisionnel bilanciel, TFT, bilan. Et l'idée, c'est d'avoir un reporting unifié, c'est-à-dire que ces différents modules travaillent ensemble. On peut même envisager effectivement d'avoir une consolidation statutaire et un reporting consolidé dans la même phase, ce qui permet de gagner beaucoup de temps dans la collecte des informations. Donc voilà, c'est important voilà, de bien resituer le module reporting dans un ensemble. Euh, En fait, l'idée, pour être encore plus précis sur ce sujet, c'est que on parle de FP&A, c'est-à-dire de Financial Planning et Analysis. Aujourd'hui, très clairement, les directions administratives et financières doivent aller vers la planification, la budgétisation des activités pour faciliter la prise de décision des directions opérationnelles. Alors, vous me direz, le budget, ça existe depuis toujours. Là, on a quand même passé un cran au-dessus avec une planification beaucoup plus agile, beaucoup plus régulière, avec des budgets révisés. On va au-delà du budget figé sur une année aujourd'hui avec des modules forecast, avec des modules business plan. L'idée, c'est de pouvoir multiplier les scénarios pour pouvoir prendre des décisions
avec les directeurs opérationnels, c'est de mesurer les performances financières, mais aussi extra-financières, hein, parce que la performance financière est avant tout générée par des éléments extra-financiers. Donc, si on peut porter aussi quelques éléments extra-financiers, on reviendra dans son reporting, c'est une bonne chose. Voilà, tout ça pour anticiper, optimiser ses activités et aussi apprendre et réajuster, je dirais, sa stratégie, sa feuille de route euh, régulièrement lorsque c'est nécessaire. Voilà. Donc on parle vraiment de FP&A maintenant et le point de départ de la FP&A, c'est vraiment le reporting consolidé, le reporting EPM. Maintenant, passons quelques minutes sur la partie, sur les exigences et les incontournables d'un reporting. Vous ne serez pas surpris si je vous dis que un reporting doit être rapide, c'est-à-dire qu'il doit sortir euh, avec des données fraîches qui ont quelques jours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de groupes essayent de s'organiser pour sortir leur reporting à moins d'une semaine. Ça permet vraiment, c'est une réelle efficacité de pouvoir sortir son reporting aussi rapidement. Donc ça suppose d'avoir des traitements allégés, automatisés, et aussi des processus homogènes. Euh, Processus homogène, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement qu'on ne peut pas traiter chaque entité du groupe de façon différente. Il va falloir les faire rentrer dans un cadre avec des formats de collecte qui sont similaires, avec des moteurs d'import préparamétrés. Enfin voilà, toute une panoplie en fait de paramétrages qui vont permettre cette rapidité. Il faut aussi que le reporting soit fiable. Donc, au-delà des processus homogènes, il va falloir mettre en place des outils de contrôle, divers et variés. Pour en citer qu'un, par exemple, le résultat que vous allez produire par entité ou pour le groupe avec votre reporting euh, doit être le même pour un PNL par destination, pour un PNL par nature, pour un PNL statutaire. Voilà, en fait, tous les formats de PNL doivent se parler et être cohérents les uns avec les autres. Donc ça, c'est des contrôles qu'il faut mettre en place pour la fiabilité. Et la comparabilité est aussi très importante. Ça fait partie des exigences à laquelle il faut répondre, auquel il faut répondre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des états homogènes entre les différents modules. On a parlé du module budget, du module forecast, du module BP, du module reporting. Les états, notamment les formats de compte de résultats, de TFT, de bilan, doivent être homogènes les uns avec les autres pour pouvoir comparer. Comparer aussi avec une année antérieure, etc. Donc, c'est très important d'assurer aussi cette exigence. Et on doit rentrer aussi dans une mise à jour régulière des prévisionnels. Donc ça fait partie aussi de ces exigences de rapidité, mais on va se concentrer d'abord là sur le reporting, donc sur le réel. Mais sachez qu'effectivement le prévisionnel dans ces processus est extrêmement important aussi. Donc rapidité, fiabilité, comparabilité et on doit aller aussi, lorsqu'on parle de reporting consolidé, vers des formats de gestion. Là aussi, je pense que je ne surprendrai personne. L'idée, c'est vraiment de pouvoir répondre à des besoins spécifiques de suivi de la performance. Donc, on va aller sur des comptes de résultats analytiques. Alors, j'ai parlé de PNL par nature, qui vont pouvoir faire ressortir une marge intermédiaire, une marge brute, une marge nette, qui va faire ressortir aussi un EBITDA, par exemple, un EBITDA, mais ça peut être aussi des TFT, différents que ceux qu'on sort aujourd'hui en statutaire. Ça veut dire donc peut-être partir d'un TFT avec partir de l'EBITDA plutôt que du résultat net. Ça va être un TFT peut-être avec des aménagements au niveau du BFR. Voilà. Donc il peut y avoir vraiment des besoins spécifiques à mettre en place pour répondre à des focus que le groupe voudrait faire sur tel ou tel point. On peut envisager aussi effectivement des états d'analyse et de restitution spécifiques pour le besoin en fonds de roulement, pour l'endettement, et puis aussi des calculs de ratios
et d'indicateurs, hein, des ratios conférenciers, mais des covenants aussi. Hein. Si on fait du business plan à 3 à 5 ans, on a la capacité de calculer ces covenants pour s'assurer qu'il y a une réelle maîtrise de ceci. Et puis on peut aussi calculer avec ce type d'outil comme Amelkis EPM des délais d'encaissement client, des délais de décaissement fournisseur, voilà, des choses comme ça. Donc, vous voyez, c'est toute une panoplie finalement de formats spécifiques, de calculs spécifiques qui peuvent être mis en œuvre avec un outil tel que Amelkis EPM. Ensuite, on va parler maintenant des grands principes du processus de reporting. Alors là, il n'y a pas de surprise, mais c'est important de le dire. On a, comme en consolidation statutaire, 3 phases. Une phase de collecte des données avec essentiellement des imports, hein, de données. On peut bien entendu faire des ajustements manuels qui sont tracés. Hein. Il y a vraiment une trace d'audit des ajustements manuels aujourd'hui qu'on peut réaliser. C'est quand même extrêmement utile. On peut aussi, bien entendu, comme en conso statutaire, passer des écritures manuelles, hein, en reporting. Ça pose aucun problème. L'idée, c'est d'avoir des connecteurs. On reparlera, hein, des connecteurs, des API, mais l'idée, c'est vraiment d'alimenter son reporting de façon automatisée. Je pense notamment aux intragroupes, hein, qui peuvent être longs à saisir, à collecter. Il y a tout un travail amont, hein, de rationalisation de la donnée, notamment pour les intragroupes, qui est très importante si on veut gagner du temps. Donc, c'est pas simplement l'outil de reporting consolidé qui est important, c'est tout le travail amont de la donnée, hein, qu'il va falloir réaliser pour améliorer la collecte. Après, on a une phase de traitement des données. Donc, j'ai parlé tout à l'heure de calcul de ratios, d'indicateurs. C'est là que ça se fait. Hein. Alors, il y a des retraitements classiques de consolidation comme les éliminations intra-groupes, par exemple, hein, qui vont effectivement être effectuées de façon automatique. Mais on peut effectivement ajouter des retraitements, des calculs, faire des transferts de données d'un module à un autre, etc. Donc, beaucoup de choses sont possibles en matière de traitement de la donnée. Et bien entendu, la phase d'analyse et de restitution de la donnée qui devient fondamentale aujourd'hui. Donc, on pouvez bénéficier bien entendu d'une bibliothèque d'état. Donc, on sort du statutaire, hein, pour aller vers des états de gestion, comme je l'ai dit. Donc, il y a déjà aujourd'hui un certain nombre d'états qui vous sont proposés. Vous avez aussi la possibilité d'utiliser Excel. Donc ça, c'est très bien parce que ça vous donne vraiment une autonomie pour construire vos propres tableaux et puis surtout les faire évoluer en fonction des demandes des directions opérationnelles. Et puis s'ajoute maintenant à cela la BI, hein, très importante aujourd'hui, avec un certain nombre d'outils, notamment Power BI, hein, qui sont embarqués dans Amelkis EPM. Et donc ça, c'est un plus indéniable pour pouvoir restituer avec des graphiques dynamiques, et de façon beaucoup plus facile, donc le reporting à l'attention des directions opérationnelles. Voilà. Donc ces 3 phases, on les retrouve bien entendu en consolidation statutaire. On va dire qu'ici, elles sont similaires, mais avec, voilà, des petites particularités quand même, puisqu'on est en reporting. Euh, mais les grands principes sont là. Alors, bon, vous savez tous, on a connu ces dernières années un certain nombre d'événements qui ont un peu bouleversé nos économies. On peut dire que tous les secteurs d'activité ont été touchés. Donc ces nouvelles contraintes ont forcément fait évoluer les outils. On peut retenir, je dirais, de ces évolutions plusieurs choses. Déjà, les espaces, la donnée doit être accessible à distance. Donc ça, on l'avait depuis toujours avec Amelkis. Là, avec le full web qui est arrivé cette année, on est vraiment l'accessibilité de la donnée est encore plus facilitée, plus fluide. Et donc, c'est extrêmement important. Et surtout, aujourd'hui, c'est important d'avoir des outils qui proposent des espaces collaboratifs.
Donc là, Melkis EPM est complètement dans cette proposition. Hein. L'idée, c'est de pouvoir télétravailler à distance sans que ça soit une gêne, hein, pour les différents collaborateurs. Donc les outils doivent s'adapter à cette nouvelle façon de travailler et de s'organiser. Deuxième chose qui me semble important, c'est les signaux faibles qui doivent être absolument relevés aujourd'hui pour anticiper les à-coups de l'activité. Donc les signaux faibles, ça veut dire qu'on doit être en capacité je dirais, de collecter un niveau de détail suffisant pour avoir ces signaux faibles. Donc les données macro qui ne permettent pas ces relevés-là, c'est embêtant. Alors ça suppose aussi qu'il va falloir peut-être intégrer à son reporting des données extra-financières, ce qui est tout à fait facile à faire sur un Melkis EPM. Donc l'idée, je reviens à cette idée que j'ai évoquée en introduction, c'est la planification. Hein. On est passé dans l'ère de la planification, de l'anticipation. Donc forcément, c'est à travers ces signaux faibles que vous allez pouvoir planifier. En tout cas, avoir une bonne qualité de planification. Donc ça, c'est important de le dire. Il faut arriver à une certaine agilité. Hein. Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que les projets de pilotage de la performance sont devenus prioritaires pour les groupes. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la DAF, la direction financière, n'est plus simplement euh, euh, attachée à la compliance, à la réglementation. C'est pas simplement sortir les comptes annuels, les liasses fiscales, les comptes consolidés. Maintenant, toutes les directions financières sont contraintes d'aller vers l'analyse financière pour être une aide à la décision. Hein. Donc, ces projets de pilotage à performance sont là pour répondre à ces exigences, cette nouvelle exigence euh, liée à une certaine instabilité finalement des économies, des secteurs d'activité. Donc, voilà, on va vers de l'analyse financière et donc c'est le quatrième point maintenant, c'est que la DAF se positionne aujourd'hui comme business partner à côté des directions financières, des directions pardon, opérationnelles. L'idée, c'est de faciliter la prise de décision. Hein. Donc, la direction financière est intégrée complètement aux prises de décision importantes d'investissement. Si on doit pivoter, réutiliser une technologie, faire une croissance externe, etc., la planification devient essentielle dans la prise de décision. Donc voilà, il y a quand même un changement de paradigme évident pour les directions financières qu'il faut prendre en compte et les outils doivent prendre en compte ces changements. Alors, maintenant, on peut faire un point sur les nouvelles tendances qu'on a relevées, qui sont intéressantes parce que ça permet d'alimenter votre réflexion, de vous donner quelques éléments forts sur votre réflexion, quelques lignes de force en fait. Alors, déjà, la tendance forte, c'est d'intégrer un ou plusieurs axes analytiques. Déjà, avec un axe analytique, on peut faire beaucoup de choses, notamment sortir un compte de résultat par destination, par centre de coût, ou un compte de résultat par activité ou par produit. Voilà. Donc c'est quand même un avantage. Je parlais de signaux faibles tout à l'heure. C'est grâce finalement à l'analytique qu'on va pouvoir quand même relever ces signaux faibles. Donc c'est intéressant. Ensuite, bon nombre de groupes aujourd'hui n'hésitent plus à utiliser des plans de compte de gestion euh, en parallèle du plan de compte statutaire. Pour faire simple, en fait, la donnée elle va être importée simultanément en plan de compte de gestion et en plan de compte statutaire. Ou alors que en plan de compte de gestion, pas forcément obligé d'importer aussi la donnée en plan de compte statutaire, mais on retrouve quand même cette unification. Hein. On importe la donnée dans les deux sphères, dans les deux environnements, et c'est assez courant aujourd'hui. Je l'ai dit, je le redis, aujourd'hui, le module reporting s'intègre dans un processus global de FP&A, de planification, avec souvent un calcul d'atterrissage et une révision du budget initial.
Donc ça, c'est important de se le redire. Quatrième point, j'en ai un petit peu parlé il y a quelques secondes, c'est l'unification du reporting et de la consolidation statutaire dans une même phase pour gagner du temps. Ce qui permet, lorsque vous devez sortir une consolidation statutaire, finalement, vous appuyez sur le reporting que vous avez fait, je dirais, en début de processus, et vous allez simplement enrichir votre reporting consolidé avec des éléments complémentaires, des retraitements complémentaires, peut-être des entités complémentaires que vous n'auriez pas traitées en reporting, pour sortir votre consolidation statutaire. Et voilà, donc ça c'est très important, ça fait gagner du temps. Ensuite, le cinquième point, c'est la robotisation et la planification via les API. Alors aujourd'hui, les outils de reporting sont dotés de robots d'automatisation qui vont faire un certain nombre de choses, qui vont connecter en automatique la donnée, qui vont traiter la donnée automatiquement aussi, qui vont faire un certain nombre de contrôles, je l'ai dit un petit peu tout à l'heure, la fiabilité est très importante. Donc toute une batterie de contrôles qui vont être réalisés. Et on peut même aller jusqu'à l'envoi de documents automatisés, ce qui évite d'avoir à produire, à faire des emails, etc. Donc ça fait gagner du temps qui va servir pour autre chose, qui va servir pour de l'analyse. Et pour, je dirais, la collecte et la recherche de ces fameux signaux faibles et pour aller vers de la planification. Plus on gagne de temps sur le reporting, donc le réaliser, plus on a du temps pour aller sur la planification. Et oui. Et donc, c'est là que la direction financière va pouvoir se repositionner en business partner en facilitateur des décisions stratégiques. Donc ces 5 tendances sont importantes et s'imposent aujourd'hui. Alors, quelques points d'attention quand même, ça me semble important de le dire, puisque effectivement, il peut y avoir des effets de bord dans ces nouvelles tendances, notamment lorsque vous avez des axes analytiques, la déclaration des opérations intra-groupe peut devenir lourde à gérer, puisque il va falloir aussi déclarer ces opérations intergroupes sur les axes analytiques. Donc là, ça amène de la complexité. Il faut qu'en amont, ça soit faisable. Il faut qu'en amont, le processus de collecte des opérations intragroupes soit bien structuré, bien rationalisé, parce que sinon, ça peut être extrêmement complexe. Et là, vous allez perdre beaucoup de temps pour collecter la donnée, et donc vous ne remplirez pas la première exigence qui est la rapidité de production de ce reporting. Donc attention à la déclaration des opérations intra-groupes, il faut vraiment travailler sur ce sujet. Alors, il peut être aussi utile de prévoir une réconciliation automatique entre la comptabilité statutaire et la comptabilité de gestion sur les grands agrégats. Ça peut être l'EBITDA, ça peut être le résultat net, ça peut être la marge. Mais en tout cas, c'est important parce que la consolidation statutaire va être auditée. Et donc, ça va permettre à la direction financière d'avoir une confiance dans son reporting, puisque un bridge, un pont sera fait entre les deux environnements. Et donc, à travers l'audit de la consolidation statutaire, on rassure tout le monde, le reporting est indirectement audité. Donc c'est important d'avoir ça en tête. Alors c'est pas une obligation, loin de là. Il y a des directions qui peuvent tout à fait décorréler complètement le reporting de la conso statutaire. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est pas les mêmes exigences, c'est pas les mêmes environnements. Ça peut être pour plein de bonnes raisons. Mais voilà, dans certains cas, cette réconciliation doit être faite, et dans ces cas-là, prévoir un état de réconciliation automatique des deux environnements, c'est une bonne chose. Troisième point d'attention, c'est la complexité de l'architecture analytique, qui peut rendre difficile l'appréhension de ce processus pour des nouveaux. Donc on sait qu'aujourd'hui, dans les équipes financières,
comme dans tous les départements et services, hein, il y a une certaine rotation des équipes. Donc il faut avoir conscience que si on construit un processus de reporting trop complexe avec trop d'axes analytiques, voilà, ça peut être compliqué pour les nouveaux entrants. Pour celui qui a conçu le système, ok, c'est normal, il le maîtrise complètement, mais pour les nouveaux entrants, ça peut être très complexe. Ça, on le rencontre assez fréquemment. Donc, ça nuit, je dirais, à la transmission des compétences. Donc, faut aller vers une certaine simplicité. Alors bon, ça peut être contradictoire avec cette exigence de, de, de signaux faibles qu'on doit relever. Il faut trouver le bon niveau. Entre complexité et collecte des signaux faibles. Voilà, c'est important d'avoir ça en tête. Voilà ce qu'on peut dire sur ces points d'attention. Maintenant, je vous propose pour finir quelques préconisations qui reprennent un petit peu ce qu'on vient de dire. Alors, première préconisation qu'on peut faire, c'est de construire son système de pilotage, ces fameux processus d'FP&A en plusieurs étapes, parce que il y a plusieurs modules, je l'ai dit, reporting, budget, forecast, business plan. euh, Ça peut faire beaucoup. Ça peut faire beaucoup, donc prendre le temps de digérer chaque module les uns après les autres, plutôt que de vouloir tout faire d'un coup. Et puis surtout, quelle est la capacité du groupe, quelle est la capacité de la direction financière pour absorber ce travail. Je prends un exemple. Si vous avez 25 entités à l'international qui ont 25 plans de compte différents, vous imaginez le travail de mapping, de table de correspondance qu'il va falloir faire pour installer ce reporting consolidé. Donc c'est un travail important. Donc est-ce que la direction financière a cette capacité pour absorber ce travail? Il faut se poser la question, c'est important. Je l'ai déjà dit, limiter le nombre d'axes analytiques. On se rend compte que des systèmes efficaces à un ou deux axes suffisent. Voilà, c'est pas forcément nécessaire d'aller sur plus parce que ça amène beaucoup de complexité et à l'usage, ça peut être compliqué. Mais encore une fois, ça dépend de l'ERP qu'il y a derrière, ça dépend de l'équipe et de la capacité de l'équipe derrière à faire vivre ce processus de reporting. Donc voilà, c'est un point d'attention, mais ça ne veut pas dire qu'il faut absolument être sur un seul axe analytique. Ensuite, j'en ai un tout petit peu déjà parlé il y a quelques minutes, c'est vrai qu'anticiper un plan de compte groupe dans le RP, ça simplifie beaucoup de choses. Ça simplifie les chargements, vous imaginez, puisque effectivement, il n'y a plus de table de correspondance, plus de mapping. L'homogénéité est parfaite, on a vraiment cette comparabilité entre les différentes entités. Donc, c'est vraiment d'une grande puissance lorsqu'on peut installer un plan de compte de gestion groupe. Donc, ça va dépendre, bien entendu, du système d'information qui va être en amont. Aujourd'hui, beaucoup de RP, voire qu'à la quasi-totalité, sont capables de travailler avec plusieurs plans de compte, au moins un plan de compte de gestion et un plan de compte statutaire. Voilà, donc c'est un point qui me paraît aujourd'hui essentiel. Deux dernières préconisations, c'est l'allègement des travaux de collecte. Là, lorsqu'on est en reporting, il est intéressant de se focaliser sur les retraitements significatifs qui vont impacter l'EBITDA par exemple, ou l'endettement net. Donc ça peut être des retraitements importants à faire vivre dans le reporting. Mais il y en a d'autres qui le sont moins, et donc on peut peut-être s'en passer lorsqu'on parle de reporting. Voilà. Donc il faut avoir ça en tête. Il ne faut pas forcément vouloir faire une consolidation statutaire à chaque reporting parce que ça peut devenir compliqué. Et aussi, on peut travailler sur un périmètre plus restreint. Les entités qui portent pas la performance, je pense à une SCI, enfin les sociétés immobilières, au holding, c'est pas forcément nécessaire de les intégrer dans le périmètre du reporting. Voilà, c'est des choses comme ça auxquelles il faut penser parce que ça simplifie quand même la vie. Voilà un petit peu quelques préconisations pour alimenter vos réflexions. Euh, Deux points pour finir.
comment on peut résumer les choses un petit peu? C'est qu'aujourd'hui, on parle vraiment d'unification des données. C'est-à-dire que, je vous ai dit, on peut traiter la consolidation statutaire et le reporting dans la même phase, c'est-à-dire au même endroit avec des imports simultanés. On unifie les données. On peut traiter aussi des indicateurs extra-financiers et des indicateurs financiers au même endroit, on unifie les données, la planification parle, les modules de planification vont parler avec le module de reporting, et ça aussi, donc on unifie les données, on a les mêmes formats, hein, et puis derrière cette notion toujours d'apprentissage stratégique, hein, on va vraiment être au cœur de la décision stratégique avec cet outil. Hein. Donc là aussi, c'est grâce à l'unification des données qu'on peut aller vers l'apprentissage stratégique. Donc c'est une idée importante qu'il faut retenir de ce webinaire. Et c'est la dernière slide pour finir. Petite synthèse des fonctionnalités essentielles que propose notamment Amelkis EPM, qui sont aujourd'hui, je dirais, fondamentales, hein, essentielles. On a bien entendu du full web, je l'ai dit, hein, pour cette centralisation de la donnée, l'accessibilité de la donnée, donc le full web est indispensable, des starter kits pour un démarrage rapide sur un premier reporting, la sécurisation qui devient essentielle aujourd'hui avec toutes les certifications nécessaires et les agréments nécessaires, la vision EPM, on l'a dit, avec d'autres processus, hein, la consolidation, le budget, la CSRD aussi, on n'en a pas parlé, hein, qui fait partie aujourd'hui des exigences qui vont arriver très très vite dans les 2-3 prochaines années. La simplification, je l'ai dit, un processus simple, c'est derrière un gage de rapidité. La connectivité, ce lien avec les outils comptables qui vont vous permettre de collecter beaucoup plus facilement vos données. Hein, et puis de restituer avec les outils de bureautique. Hein, je ne l'ai pas dit, mais Amelkis EPM est complètement imbriqué dans la suite Office avec Word, avec Excel. Hein, donc ça, c'est super important. Et derrière, ça va permettre de faire évoluer très facilement, hein, c'est la fonctionnalité no-code, et faire évoluer très facilement les formats de gestion en collecte et en restitution, hein, pour répondre aux spécifications à vos besoins propres. Et puis l'automatisation, on en a parlé avec la robotisation d'un certain nombre de tâches, hein, ça c'est super important aussi. Donc toutes ces fonctionnalités dont on parlait pas il y a quelques années, hein, il y a 4-5 ans en arrière, on n'en parlait quasiment pas. Aujourd'hui, s'imposent complètement. Et Amelkis PM les a intégrés pour pouvoir vous les proposer. Voilà, donc si vous avez maintenant d'autres questions ou si cette présentation, ce webinaire a suscité chez vous quelques questions, n'hésitez pas. Vous voyez s'afficher à l'écran le numéro de téléphone, une adresse email, vous pouvez nous contacter pour voilà, qu'on puisse répondre à vos questions et avancer sur votre projet. Merci beaucoup pour votre attention. J'espère que ce petit webinaire vous a intéressé et à très bientôt. Au revoir.